Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette session d'information, les titres. Clôture ce matin de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Plusieurs projets de loi ont été adoptés. Point de presse ce matin du directeur de cabinet du ministère de la Santé publique pour informer la population des dispositions à prendre pour prévenir la fièvre hémorragique à virus Ebola. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Les travaux de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale ont pris fin ce mardi après 2 semaines de débat à l'hémicycle. Dans son discours de clôture, le président de l'institution, Hama Amadou, est revenu sur les différents projets de loi qui ont été examinés et adoptés par les députés. Le compte-rendu de Assoumane China et Omar Moussa. Plusieurs projets de loi ont été examinés et adoptés par les députés dans la première loi rectificative du budget 2014 et la loi portant création de 4 nouvelles universités à Agadez, Difa, Dosso et Tel Aviv. Hama Amadou de préciser que l'Assemblée nationale fonde l'espoir que le gouvernement s'efforcera de faire de ces établissements universitaires des véritables centres d'excellence. En nous fondant sur la forte volonté politique affichée qui a présidé à leur création, nous espérons que cette même volonté conduira à instruire tout aussi vigoureusement les autorités budgétaires à allouer des dotations significatives à ces universités afin qu'elles disposent des ressources humaines, matérielles et financières suffisantes, capables de leur assurer un fonctionnement à la hauteur des missions prestigieuses qui leur sont assignées. Abordant le dernier rang qu'occupe notre pays sur l'indice du développement humain, Hama Amadou ne voit pas la croissance démographique comme cause de cette situation. Jusque-là, on imputait la faute à la folle croissance démographique de notre pays. À un moment, j'ai personnellement adhéré à cette thèse, mais le temps m'a permis de réviser mon analyse et de comprendre qu'il nous faut plutôt incriminer nos politiques économiques prenant peu en compte les lourdeurs sociales qui poussent notre peuple à l'attentisme et à l'esprit d'assistance. En effet, la croissance démographique et la jeunesse nombreuse qui la caractérise, loin d'être un handicap, doit être plutôt perçue comme un atout. Sans nul doute que sur le court terme, cette croissance débridée aura immanquablement un impact négatif sur le niveau et la qualité de vie des Nigériens. Mais à long terme, il en serait tout autrement si les politiques économiques et sociales font un meilleur usage de la formidable force de travail et d'intelligence créative qu'elle renferme. Le président de l'Assemblée nationale a évoqué les insuffisances du règlement intérieur de la dite institution à revoir. Il est vrai que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale comporte beaucoup d'insuffisances, notamment en matière de mise en accusation du président de la République, de motion de défiance du président de l'Assemblée nationale, de levée de l'immunité parlementaire d'un député hors session, etc., qu'il faut impérativement corriger. Pour la raison que voilà, la demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député hors session, par exemple, ne peut, avec la rédaction inachevée de notre règlement intérieur actuel en matière de procédure, s'envisager qu'à travers une séance plénière. À noter que le président du Parlement a évoqué les cas de certaines régions du pays durement frappées par les inondations causées par les pluies. Hama Amadou a opté pour une véritable campagne pour sensibiliser les populations sur les risques qui encourent en s'installant sur les sites inondables. Juste après la clôture de cette session extraordinaire, les députés de l'opposition ont tenu un point de presse relatif au collectif budgétaire et au classement de notre pays à l'indice du développement humain IDH. Retrouvons Assoumane China et Omar Moussa. Aussitôt après la clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont animé un point de presse, occasion pour l'opposition parlementaire de se prononcer sur les manquements constatés au niveau du collectif budgétaire. Sur le point concernant l'avion présidentiel, je vous l'avais dit, qu'en toute bonne foi, on avait cru à notre gouvernement et on lui avait donné, comme je vous ai dit, un chèque en blanc au moment où il devait envoyer nos troupes au Mali, de le faire. Vous avez assisté à tous, nous l'avons fait à l'unanimité.
Mais c'était parce que nous pensions qu'on allait équiper véritablement nos enfants pour aller à la guerre. Mais camoufler cela sous l'appellation de matériel et équipement militaire et les priver justement d'une partie de leur budget par rapport à ces équipements-là. Voilà pourquoi ce problème, nous l'avons évoqué. Car, et je vous l'ai dit aussi, que c'est un détournement de destination. Parce que c'est pour l'équipement et le matériel militaire, malheureusement, ça a servi à autre chose, à faire acheter un avion présidentiel, civil. Vous pensez que c'est normal? Et c'est vrai, la règle de marché, c'était pour échapper aux conditions et aux lois et règlements régissant les marchés. Vous savez qu'il y a une communication obligatoire qui est faite au Conseil des ministres pour tout marché dépassant 500 millions. L'avion fait 21 milliards. Il y a combien de fois 500 millions dans 21 milliards? Avec les 7 milliards, ça fait 28. Donc, en réalité, c'est pour éviter de passer aussi par ce canal-là qu'on est parti loger l'achat de l'avion civil dans des affaires militaires. Les députés de l'opposition se sont aussi appesantis sur la question de l'IDH. Il a attribué le mauvais classement de notre pays à la mauvaise gestion de nos ressources minières. Si nous devrons faire des avancées significatives, que ce soit en termes d'IDH ou en termes de politique économique, il faut bien que nos ressources naturelles et sous-sol nous profitent. Et nous estimons, contrairement à ce que disent certains membres du gouvernement, que nos ressources naturelles-là, c'est ça que le Niger peut compter pour se développer. D'autres essaient de nous expliquer que non, c'est marginal et qu'il ne faut pas trop y compter. C'est, je crois, quelque chose de très énorme et nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Ainsi donc, pour l'opposition parlementaire, les autorités actuelles n'ont jamais pu mobiliser les ressources prévues dans le budget, ce qui justifie les différentes révisions. Le projet de loi portant création de 4 nouvelles universités pris en Conseil des ministres le 10 avril dernier a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Cependant, en ce qui concerne la disponibilité du potentiel d'encadrement et les moyens pouvant faire fonctionner ce nouveaux établissements universitaires, des interrogations se posent. Reportage à Michel Deji et Sadou Domi. Pour l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, il s'agit certes d'une décision salutaire, mais qui est prise à un moment où les 4 universités déjà existantes font face à d'énormes problèmes cruciaux de ressources qui ne sont pas encore solutionnés. Créer 4 autres universités, eh bien la grande interrogation c'est de savoir où est-ce qu'on va dénicher les enseignants qui vont encadrer les pauvres citoyens qui seront appelés à se loger dedans. Et pour se loger, d'abord, il faut qu'il y ait les infrastructures. Et les infrastructures, même à l'université de Niamey, celles des Tawa, de Maradi et des Inders, les infrastructures manquent. Il y a un manque assez important d'infrastructures, un manque de logements, un manque de salles de cours, un manque de laboratoires, un manque de moyens de travail. Et je dis que tant qu'on n'aura pas réglé ces différents problèmes au niveau des institutions qui existent déjà, eh bien la création des 4 universités va ressembler à un immeuble de paille qui ne pourra pas résister aux différentes intempéries académiques. Au niveau du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur également, l'on a sa propre lecture de la création de ces 4 nouvelles universités qui seront spécialisées dans le domaine des énergies fossiles et renouvelables pour Agadez, de l'environnement et de l'écologie pour DIFA, de l'économie numérique pour Dosso et en agronomie alimentaire et nutrition pour la région de Tillabéri. Vous savez, quand on crée une université, déjà, on s'est assuré d'une chose. D'abord, on s'est assuré du domaine infrastructurel et on s'est assuré du domaine des ressources humaines. Et je pense que le pouvoir qui a pris cette décision déjà a pris des dispositions pour que ce problème qui accompagne la création de toute université ne se posera pas à l'horizon. Nous pensons que toutes les dispositions ont été prises pour qu'on ait des ressources humaines enseignants d'encadrement en qualité. Ensuite, les infrastructures aussi soient au rendez-vous dans ces domaines universitaires. Mais sinon, je pense que c'est une très bonne chose. Prenez les États-Unis en 1900.
1998, les États-Unis avaient 950 universités. Et le Nigeria voisin, actuellement, se trouve autour de 150 universités. Le Burkina, le Sénégal, je crois, elle se trouve autour de 10 universités. Et c'est que ces pays sont conscients que la généralisation de l'enseignement supérieur est une voie incontournable pour notre développement socio-économique. C'est très important. L'adoption de ce projet de loi portant création de 4 nouvelles universités a ainsi le mérite de permettre la couverture de l'ensemble du territoire national en enseignement supérieur à partir des chefs-lieux de région. Cependant, d'autres efforts sont attendus afin de répondre aux forts besoins en termes d'infrastructures et en ressources humaines adéquates pour des offres universitaires plus performantes. Le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique a animé un point de presse ce matin. Objectif à tenir informer la population du Niger sur la fièvre à virus Ebola et les dispositions à prendre pour prévenir cette maladie. Reportage Maimouna Daouda et Aboubakar Souley. Il s'agit à travers ce point de presse du directeur de cabinet du ministre de la Santé publique d'informer et de rassurer la population nigérienne relativement à la fièvre à virus Ebola qui depuis un certain temps se propage dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Occasion saisie par ce dernier de démentir toute rumeur faisant écho des cas suspects au Niger, jusque-là épargnés par cette épidémie. La prévalence de cette maladie et la situation de pays à risque que nous sommes ne doit pas quand même provoquer une psychose au sein de la population. Il faut éviter de propager les rumeurs. La définition de cas suspect est claire. Les techniciens sont prêts pour investiguer toute situation qui se présente en vue d'une prise en charge globale. En effet, les services de santé sont instruits pour prendre toutes les dispositions idoines pour s'occuper des cas suspects en attendant l'avis ou l'arrivée de l'équipe spécialisée mise en place à cet effet. Sur l'ensemble du territoire, je puis vous assurer, Dieu merci, qu'aucun cas n'a à l'heure actuelle été enregistré au Niger. Toutes les rumeurs ont été investiguées et se sont avérées fausses. Elles ont toutes été infirmées. Et c'est par exemple les rumeurs de cas suspects de Dakoro. Certains disent qu'il y a eu un cas à Galmi, d'autres disent à l'aéroport Dioré Hamani. Toutes ces rumeurs ont été démenties par les services compétents. Néanmoins, nous demeurons constamment et inlassablement vigilants. Prévenir cette maladie à virus Ebola qui a déjà fait plus de 1000 morts, le ministère de la Santé publique a pris plusieurs dispositions de prévention dont une salle adéquate a été aménagé au niveau de cet aéroport et nous l'avons aménagé pour la détection et l'isolement des cas suspects éventuels avant leur transfert au centre de référence de Lazare. Du matériel de protection a été fourni au personnel. L'équipe du professeur Eric a procédé à la formation du personnel aéroportier en faction. Le centre de prise en charge de Lazare est fin prêt pour accueillir d'éventuels cas. Il dispose désormais d'équipements nécessaires lui permettant de bien fonctionner grâce à la collaboration des partenaires techniques et financiers. Nous avons placé 8 détecteurs thermiques laser pour le contrôle rapide de la température au niveau de l'aéroport international Diori Hamani. Nous avons placé 2 au niveau de l'aéroport international Mano Dayak d'Agadez, parce que là aussi c'est un centre d'échange, et des postes frontaliers terrestres de Makalondi et Gaïa. À l'intérieur du pays, suite aux instructions données par le ministre de la Santé publique, plusieurs régions ont tenu leur réunion d'information et la préparation des comités de gestion des épidémies et s'attellent à identifier les sites d'isolement et de prise en charge. Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé OMS a mis à la disposition du ministère de la Santé publique un don de 35 détecteurs thermiques au laser permettant de prendre la température sans aucun contact avec la personne. Lancement ce matin au centre de jeunes de Talagué de la 6e édition de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Elle est placée sous le thème « Le monde a besoin plus d'héros humanitaires ». Le compte-rendu de Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. La célébration de l'édition 2014 de la Journée mondiale de l'aide humanitaire intervient au Niger dans un moment où le pays fait face à des inondations qui ont fait d'importants dégâts dans plusieurs régions,
notamment des pertes en vie humaine et des centaines de familles sinistrées qui vivent des moments difficiles et qui ont besoin de l'aide humanitaire. Cette année, la journée mondiale de l'aide humanitaire intervient à un moment où le Niger fait face, encore une fois, à d'énormes défis humanitaires. Je voudrais ici évoquer les inondations qui occasionnent chaque année dans nos villes et villages des milliers de sinistrés et malheureusement aussi des pertes en vies humaines. À ce jour, le bilan de ces inondations établi par nos services techniques et le dispositif mis en place pour gérer ces catastrophes fait état de plus de 5 000 ménages sinistrés, totalisant plus de 30 000 personnes, sans compter d'importants dégâts sur les infrastructures socio-économiques, la destruction des moyens de production et l'effondrement de plusieurs milliers d'habitations sur l'ensemble du pays. Le monde a besoin de plus de héros humanitaires. C'est le thème de cette journée. Un thème qui vient à point nommé pour le Niger, qui lutte contre l'insécurité alimentaire et la gestion des sinistrés. Au Niger, où nous intervenons, la prévalence des risques d'insécurité alimentaire et nutritionnelle et des crises pastorales est préoccupante. En cette année 2014, selon la dernière évaluation faite en juin par les services du gouvernement, ce sont plusieurs millions de personnes qui sont à risque. Pour être plus précis, ce sont 5 312 125 femmes, hommes et enfants qui sont vulnérables, soit 30% de la population du Niger. Parmi ces personnes, on compte 2 448 731 qui sont en insécurité alimentaire sévère. Vous comprendrez qu'avec de tels chiffres, ce sont toutes les régions du Niger qui sont touchées. Aucune région n'est épargnée. Par ailleurs, le taux global de malnutrition aiguë est de 13,3%, ce qui est largement au-dessus du seuil critique de 10%, selon les normes de l'OMS. Je sais qu'aujourd'hui, on célèbre les héros humanitaires, mais je crois qu'il était important aussi de dresser un portrait de la situation humanitaire du Niger. Nous pensons qu'il est de notre responsabilité collective de soutenir le gouvernement du Niger à fournir une assistance adéquate aux personnes affectées par les crises. Notez que cette journée a pris fin avec une projection vidéo sur la vie des humanitaires dans le monde. Une bonne nouvelle pour les retraités de la fonction publique. Dans le cadre de la réforme du Fonds national de retraite, un nouvel établissement public à caractère social vient d'être créé dans notre pays. Il s'agit de la Caisse autonome des retraités du Niger, Kareni, dont le directeur général a été officiellement installé hier. Je vous propose de suivre la réaction de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger par la voix de son secrétaire général Amadou Harouna Maïka. Nous nous réjouissons véritablement de l'aboutissement de l'installation de cette caisse qui, il faut le rappeler, a été un processus très laborieux, très long, mais enfin ça a abouti. Et je voudrais rappeler que ce point, c'est une revendication, en tout cas des centrales syndicales, dont l'USN fait partie. Et le processus a commencé depuis 2002. Et c'est avec le gouvernement de la 7e République que donc ça a abouti jusqu'à passer à l'Assemblée nationale avec la nomination dernière d'un directeur général. Donc au nom de la continuité de l'État, c'est avec ce gouvernement que ça a abouti. Et nous nous en réjouissons. Hier j'ai suivi, en tout cas c'était à cœur joie que le ministre en tout cas parlait que le gouvernement a bien voulu accélérer ce processus-là pour atténuer un peu et la souffrance des agents qui sont admis à la retraite. Et à cette cérémonie, j'ai constaté l'absence, n'est-ce pas, des acteurs clés de cette affaire. Qu'est-ce que j'appelle les acteurs clés? Ce sont les syndicats qui se sont battus, n'est-ce pas, qui ont eu à faire des voyages d'études, des réflexions jusqu'à l'aboutissement de ce processus.
Hier, je suivais le président de l'association des retraités de l'État, un adjudant-chef, qui était très content, mais je ne sais pas pourquoi on nous a écartés de cette cérémonie, alors que c'est notre œuvre. Et nous nous réjouissons par ailleurs de la nomination de M. Moussa Cheibou Kassé, parce qu'il était ministre de la fonction publique et du travail. Il connaît bien ce dossier. C'est avec lui qu'il y a eu plusieurs rounds de négociations. Aujourd'hui que c'est lui qui a été nommé à la tête de cette caisse-là, nous pouvons nous réjouir. Maintenant, ce que nous demandons donc au gouvernement d'une manière générale, et il ne faut pas que le rêve des travailleurs retraités de la fonction publique soit, en tout cas, tombe à l'eau. Ça voudrait dire qu'il faut accompagner l'installation effective de cette caisse-là, lui donner tous les moyens pour en tout cas accomplir sa mission. Maintenant, l'intérêt que cela procure aux retraités, c'est que, je disais, à l'image de la Caisse nationale de sécurité sociale, ces fonctionnaires de l'État seront désormais régis, ils vont recevoir leur pension à travers cette caisse-là. S'il y a des revendications, des réclamations, les travailleurs retraités, ils savent à quelle porte taper. Et quand vous voyez maintenant, il y a des différentes payeries. En tout cas, jusque-là, et ici à côté de Radio Dunia, au Nouveau Marché, et dans les différentes régions. Je pense que une innovation significative va être apportée pour un peu, et je disais tout à l'heure, diminuer un peu la souffrance de ces retraités. Dès lors qu'on est à la retraite, donc on est un peu diminué. Donc, toute chose par ailleurs qui peut, n'est-ce pas, soulager, vous apporter des facilités, c'est à saluer. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.